Switch off your television set immediately unless you are prepared to be really terrified. Ladies and gentlemen, the bloodiest thing that ever happened in front of a camera. Take a fresh rodent, some toast, some weeds, an adult old owl and the young one she breeds. Mix in 7 legs of an 8-legged beast, then you're all set for a cannibal feast. Bonsoir ma gang de zombies, bienvenue à Video Nasties, la liste maudite, le show dédié aux films d'horreur qui vont trop loin. Ce soir, un programme double, un spécial Ed Gein. Qui est Ed Gein? Ed Gein est un tueur en série américain né le 27 août 1906 à La Crosse, dans le Wisconsin. On l'a dit tueur en série, mais il n'a officiellement tué que 2 femmes, pour lesquelles il a été condamné. Voici son histoire. Dès son enfance, il était privé de tout contact avec les autres enfants. Élevé par une mère très possessive, il lui vouait un véritable culte. Son frère Henry, qui partageait pas son admiration, menait une vie plus normale. Il reprochait beaucoup à son frère Ed son admiration pour sa mère. C'est ce qui a probablement causé sa mort. Il serait décédé dans un feu de paille qui aurait lui-même allumé. Ed, qui était présent, serait allé chercher de l'aide, disant ne pas savoir où est le corps, ne pas parvenir à le trouver. Et pourtant, il a quand même mené les secours directement à son corps, encore fumant. L'hypothèse veut que ce soit Ed qui l'aurait poussé dans le feu, sûrement après une chicane entre les 2 frères. On a même trouvé des marques de violence sur le corps de son frère Henry. Mais la pagaille causée par le décès, puis la tristesse de la mère, puis bon, finalement, il n'aurait jamais pris la peine d'interroger Ed Gein, puis il n'a jamais été accusé. C'est mort, hein? Ben, c'est en 1906, hein? Ben, 1900, probablement 1930, peut-être. Parce que quelques années plus tard, à 39 ans, donc, sa mère est morte de vieillesse. Pour Ed, c'était une catastrophe, la fin de son monde. Il était livré à lui-même pour la première fois de sa vie et il n'a pas accepté ce décès-là. Il a donc tenté à la ramener à la vie avec des incantations tirées d'un livre de magie noire. Vous devinez que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce qu'il a fait? Après avoir déterré le cadavre de sa mère, il a retiré toute la peau pour se faire un habit humain. Ou un costume de sa mère, si vous préférez. Ça ferait fureur à l'Halloween, c'est certain. Il mentionna plus tard avoir porté le costume en cérémonie à chaque pleine lune pour rendre hommage à sa mère. Il a développé une passion pour le corps humain. Il a commencé même à étudier dans les livres pour s'il s'y connaissait réellement. Il a commencé à déterrer des cadavres frais suivant les chroniques nécrologiques avec ses lectures de taxidermie, de biologie et de culte d'indigènes cannibales. C'est vraiment étrange. Il a non seulement fabriqué d'autres costumes à force de déterrer des cadavres, mais il a aussi fabriqué des meubles en peau humaine, un abat-jour en peau humaine, des rideaux, des gants, des draps, une chaise en peau humaine, un bol à soupe en crâne humain, une ceinture en mamelon, un module avec des nez, puis un paquet d'autres atrocités. Il a continué à entretenir sa passion pendant des années, pendant que personne ne se doute de rien. Peut-être à cause d'un manque de cadavres frais au cimetière, c'est après plusieurs années qu'il a commencé à tuer. On l'a surnommé le boucher de Plainfield après ses 2 victimes. C'était 2 femmes. La première étant Mary Hogan. On trouva sa tête dans un sac en papier chez Ed Gein 2 ans après la disparition de Mary Hogan. Il n'avait même pas été soupçonné. La deuxième, c'était Bernice Ward
Warden, la mère de 50 ans du député local Frank Warden. Il a été arrêté le 17 novembre 1957. Il était suspecté de la disparition de la propriétaire de la quincaillerie, Miss Warden, parce qu'il avait été le dernier client et il avait été vu rôdé autour par des témoins juste avant la disparition. Fait que là, la police est débarquée à la ferme de Ed, mais la porte d'en avant était barrée, puis Ed était absent à ce moment-là. Ils ont décidé de passer par la grange qui connectait avec la maison, sont tombés face à face avec le cadavre de Miss Warden, décapité, éventré et vidé à l'envers, attaché par les pieds comme un chevreuil. Ça leur a pris quand même plusieurs minutes avant d'allumer que ce n'était pas un chevreuil, mais le cadavre de la disparue. C'est un village de chasseurs, hein, fait que il était pas surpris de voir un cadavre comme ça. Ils ont eu beaucoup de misère aussi à rentrer dans la maison parce que c'était vraiment un bordel écœurant. Il y avait des instruments de musique partout, un grand mélomane. Il y avait des déchets à grandeur, des cochonneries empilées mur à mur, sans parler de l'horrible odeur de putréfaction auquel Ed devait s'être habitué à travers les années. Une seule pièce était gardée propre, intacte, bien rangée. La chambre de sa mère, c'était propre, mais jusqu'à sa Bible à côté du lit. Ça, il n'y avait pas touché. On voit tout de suite le culte. Hein? Il a été déclaré irresponsable de ses actes pour cause de folie et il a été interné dans un hôpital psychiatrique du Wisconsin où il est mort des années plus tard d'une insuffisance respiratoire à l'âge de 78 ans en 1984. Voilà pour l'histoire d'Ed Gein. C'est un bref résumé, hein. C'est une histoire vraiment ahurissante. Je vous suggère de faire des recherches si ça vous intéresse. Mais là, avec ça, il y en a qui me voient venir. Hein. Son récit a inspiré beaucoup de films, les plus notoires étant le personnage de Leatherface dans Texas Chainsaw Massacre. Oh yeah, le classique. Aussi le personnage de Buffalo Bill dans Le Silence des agneaux, vous savez, l'homosexuel qui veut la peau de la femme pour se faire un costume. It rubs the lotion on its skin or else it gets the hose. Et le classique Norman Bates dans Psychose, le film d'Alfred Hitchcock. Mais moins connu, il y a le film Deranged en 1974 et Ed Gein, le boucher de Plainfield, une espèce de direct-to-DVD film sorti directement en DVD sans diffusion en salle. C'est sorti en 2000, ça. Alors ce soir, un programme double de Ed Gein avec 2 films sortis la même année en 1974. On va débuter la soirée avec Deranged. This is where the worst begins. This is where we must stop. For beyond is the work of madness. Death! The nightmare of insane murder and lingering death. Deranged. For Mary, it was only the beginning. For Christine, it was already too late. For Dolly, the worst was yet to come. And only Mrs. Cobb knew what he would do next. I really love you, Mary. Sometimes you don't want to believe what you see, but sometimes it's true. The story of a trail of butchery so brutal that newspapers refuse to print its horrifying details. When the horror becomes unbearable, it is too late to scream.
Alors, Deranged, c'est un film de 1974, donc une coproduction Canada-États-Unis, aussi connu dans certains endroits comme Deranged, Confessions of a Necrophile. Pourtant, il n'y a aucune scène de nécrophilie dans le film, mais en tout cas. C'est un film qui est réalisé par Alan Ormsby et Jeff Gillen, produit par Tom Carr, a.k.a. Bob Clark, qui a réalisé et produit plusieurs films classiques d'horreur. Le synopsis du film, hein, on s'en doute bien, mais je vais faire quand même un résumé. Un homme vivant dans un village rural du Wisconsin prend soin de sa mère dominatrice qui lui enseigne que les femmes sont tous des démons. Après sa mort, il s'ennuie d'elle et va donc la déterrer et commence à piller des tombes pour des morceaux frais, pour la repatcher et la remettre d'aplomb en étudiant la taxidermie. Et pour lui faire des amis, pour pas que sa mère s'ennuie, il commence à les taxidermiser, puis il remplit sa maison avec ses victimes. Inévitablement, il y aura besoin de chair beaucoup plus fraîche pour que ce que l'on trouve au cimetière. Hein. Ça va venir assez rapidement. On a quand même des gros acteurs ce soir. Acteurs principaux, les voici. Robert Blossom, qui joue le rôle du psychopathe, qui a joué dans La Dernière Tentation du Christ. Rencontre du troisième type, Slaughterhouse 5. Christine, avec le char là, de Stephen King. Doc Hollywood, avec Michael J. Fox. Plusieurs séries de fiction et d'horreur aussi, dont Histoire fantastique, qui est diffusée en rediffusion en français sur Douteux TV. Soyez attentifs, bientôt il va y avoir un horaire, je vous le promets. Et il joue Robert Blossom, vous allez le reconnaître plutôt, il joue le rôle du voisin creepy, le petit vieux dans Home Alone, connu en français comme Maman, j'ai raté l'avion. On a aussi Leslie Carlson qui a joué dans La Mouche et Vidéodrome de Cronenberg. On a Robert Warner qui a joué dans Black Christmas et un film réalisé aussi par Tom Carr, le producteur de Deranged. Il a joué aussi dans Octaman, une espèce de film de science-fiction cheap dont le méchant est un gars dans un costume de pieuvre. N'importe quoi. Il y a aussi Marcia Diamond qui a joué elle aussi dans Black Christmas, réalisé par Tom Carr. Mais parlons du film. Ici, Ed Gein a été renommé comme Ezra Cobb. Et quelques détails ont été changés par rapport à la réalité, mais néanmoins, à cette époque-là, c'est quand même le film qui se rapproche le plus de la réalité, de la vraie histoire. Sorti seulement 8 mois avant Texas Chainsaw Massacre. C'est le premier film où on pouvait voir des effets spéciaux signés Tom Savini, le célèbre Tom Savini. Il avait travaillé précédemment sur le film Death Dream, écrit et réalisé par les mêmes qui nous ont pondu Deranged, mais la sortie en salle est venue après Deranged dans la même année. Fait que techniquement, c'est sa première sortie, un film avec des effets spéciaux de Tom Savini, des excellents effets spéciaux évidemment. C'est un film à très petit budget, on dirait presque une télésérie par moment. Le producteur Tom Carr a ramassé environ 200 000 de budget en tant que promoteur de concerts pour Led Zeppelin, Three Dogs Night, The Temptations et Rod Stewart. À noter aussi le narrateur Leslie Carson, a.k.a. Tom Sims, dans le rôle d'un faux journaliste finalement, qui présente le film comme une histoire vraie sans mentionner que les noms ont été changés. Il apparaît parfois pendant le film, mais ça casse un peu le rythme, c'est pas très agréable, je pense qu'on s'en passerait honnêtement. Beaucoup d'humour aussi dans le film de ce soir, on dirait même une comédie noire par moment, des très bons calls, je vous garde des surprises. C'est drôle de voir la mère de Ed, jouée par Cassette Lee, c'était son dernier film avant son décès. Donc la mère de Ed qui manipule son fils en lui disant que le sexe c'est le diable et en se basant sur des lignes de la Bible qu'elle a probablement inventées. Une de mes phrases préférées, c'est quand la mère dit « Le salaire du péché, c'est la gonorrhée, la syphilis et la mort ». C'est de toute beauté. Mais à cause de la manipulation de sa mère, quand il tue,
il se voit un peu comme un homme ordinaire qui éradique la terre de ses pécheurs. Pour lui, c'est un service qu'il rend à l'humanité. C'est un peu comme pour une bonne cause dans sa tête. Parce qu'il tue des personnes, 2 femmes qui sont à ses yeux vulgaires et explicites finalement. À noter aussi la ressemblance avec Psychose, hein, forcément d'Alfred Hitchcock. Le fait que il se prend lui-même pour sa mère, hein, il parle à sa mère, mais elle est morte, donc c'est lui qui fait les 2 voix. Aussi, comment dire, c'est le dédoublement de personnalité qui fait qu'il s'ennuie de sa mère, il peut pas vivre sans elle, tu sais. Fait qu'il prend il prend sa personnalité puis il rentre dans sa peau finalement. Il y a des conversations avec lui-même, pareil comme dans Psychose, puis on entend la voix de sa mère. Mais en fait, en tout cas, vous verrez, c'est quand même cool. Et il est entouré aussi par, ça c'est intéressant, il est entouré par un village de consanguins complètement débile et loufoque. Mais vous remarquerez le Soulon aussi, là, il donne pas sa place. Puis les villageois, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont toujours en train de blaguer sur le sexe puis de dire des niaiseries à connotation sexuelle. Ce qui met Ezra Cobb, Ed Gein, suffisamment à l'aise pour admettre ouvertement qu'il cache des cadavres chez lui, mais personne n'est choqué par les aveux parce qu'il croit que Ezra est en train de faire des jokes lui aussi. Why? What are you planning to do? Dig them up or something? No, sir. Wouldn't have to dig it all up. Well, I'm sure glad to hear that. Sure, why dig it all up when you can take the parts you need? Sure, maybe like if you need the head for repairs or something, well then just take the head. You're crazy, SOB. Il paraît que le vrai Ed Gein, le vrai psychopathe, était un petit peu comme ça aussi, puis que certains villageois se rappellent qu'il lâchait des cales de même aussi, comme quoi qu'il y avait des cadavres dans sa maison. Mais, tu sais, comment dire... Il le trouvait bizarre, les villageois le trouvaient étrange, là, il n'y avait pas de doute là-dessus, mais il le trouvait juste un peu renfermé, étrange, puis il rendait des services à tout le monde dans le village, il réparait la clôture de un, puis l'autre. Il ne se serait pas douté que Ed Gein disait finalement la réalité, hein, on ne pouvait pas savoir. Il n'y a pas beaucoup de violence ou de gore, c'est plus dans ce film-là non plus, c'est plutôt une ambiance qui donne la chair de poule, hein, surtout si vous êtes une poule. Côté censure, c'est pas un film qui a été censuré tant que ça. C'est un film qui a passé un peu sous le radar. Il y a eu très peu de distribution quand même. C'est pas un film grandement connu, là. Par contre, en 2002, il y a MGM qui a sorti un DVD double sous l'étiquette Midnight Movies avec le film Motel Hell sur le même DVD. Il y avait une scène coupée, c'est la scène où il mange de la cervelle. Il ouvre un crâne, puis il se met à manger la cervelle de son cadavre avec une cuillère. Ils ont coupé ça, c'est de valeur. Puis en 2007 aussi, l'Allemagne a sorti une version 30e anniversaire non censurée, mais ça a pris du temps. Quelques anecdotes aussi. Il y a la photo du mari décédé de Maureen Selby. C'est en fait le réalisateur Alan Ormsby sur la photo. Aussi, c'est un film qui est censé se passer aux États-Unis, dans le Wisconsin. Mais remarquez bien, si vous êtes attentif, vous allez voir que les plaques de toutes les voitures, toutes les plaques viennent d'Ontario. Fait que bon, hein. C'est un très bon film, il y a un bon rythme, c'est très creepy quand même. Il y a beaucoup de scènes qui sont bien calculées pour déranger le plus possible, sûrement pour attiser la controverse. C'est certain que quelques moments, il y a beaucoup de moments qui réveillent surtout des rires. Ça semble même un peu niaiseux par moments, mais les scènes sont suffisamment grotesques et angoissantes pour faire frémir même les plus solides, je vous le promets. Le tout grandement aidé par les effets spéciaux de Tom Savini, le king des effets spéciaux gore. Le mix du sexe et du meurtre aussi est très dérangeant par moments. Un sujet qui a soulevé beaucoup de débats auprès des bienfaisants frigides. Hein?
Même dans la vraie histoire, on connaît pas trop l'opinion de Ed Gein par rapport à la sexualité avec ses cadavres. On sait pas grand-chose à ce sujet-là. Même si on a trouvé de la viande humaine cuite aussi dans un de ses poêlons dans sa maison, c'est pas confirmé non plus. On n'a pas de source sûre qui dit qu'il aurait mangé de la viande humaine, mais tu sais, il y avait de la viande cuite humaine dans son poêlon. On se dit que bon. J'apprécie aussi le fait qu'ils n'ont pas tenté de transformer notre nécrophile en bon personnage d'anti-héros attachant et sympathique. L'auditoire n'est jamais encouragé à acclamer le tueur à travers son escapade complètement débile. Là. Ça m'énerve un peu quand ils font ça. Je préfère que ça reste creepy puis qu'on le redoute. Mais ici, c'est pas le cas. On le trouve freak. Du début à la fin, on n'aura jamais de pitié pour lui. Je pense qu'on va essayer quand même d'éveiller une certaine compassion chez l'auditeur, notamment pour la relation avec sa mère, mais ça marche pas et tant mieux pour nous. Parfois aussi, on trouve que les acteurs sont un peu caves, pas les acteurs, mais les personnages sont un peu caves, mais on le pardonne aisément quand on réalise l'ampleur de l'histoire qui se déroule devant nos yeux. Si on prend en compte la situation, on pardonne un peu ce côté-là. Trop humoristique pour le style creepy que c'est en réalité. Un film méconnu qui mérite un peu pas mal plus de notoriété selon moi. Un film macabre à souhait que j'aime beaucoup. Sauf que là, vous devinez que je peux pas faire un spécial Ed Gein sans passer le légendaire Texas Chainsaw Massacre en version française, le massacre à la scie. Hein? Combien survivront et dans quel état seront-ils? Ça, c'est une vieille copie en bêta que j'ai trouvée. T'as que ça? Hey, c'est un bêta. Bon, on voit rien, en tout cas. Hein? C'est quoi un bêta? Hein? T'as déjà vu ça? Non? Ça se peut. Fait que, par contre, c'est ça. Je vais pas aller en profondeur avec ce film-là de Tobe Hooper parce que tous les fans d'horreur ont vu ce film-là 100 fois. Vous le connaissez, tout le monde l'a vu. On va quand même aller voir la bande-annonce. This is the movie that Rex Reed called the most horrifying motion picture I have ever seen. This film is positively ruthless in its attempt to drive you right out of your mind. It accomplishes everything it sets out to do with brilliance and unparalleled terror. Franklin! This is the horror movie to end them all. Sally, I hear something. Stop. Stop. This is the movie Rex Reed called the most horrifying motion picture I have ever seen. The Texas Chainsaw Massacre from New Line Cinema. Oh yeah, le très macabre Texas Chainsaw Massacre. Comme je vous dis, je vais pas aller en profondeur avec ce film-là. Ça sert à rien de raconter le crémage là. Je vais aller avec les anecdotes puis son impact à la place puis des petites histoires sur le tournage. Mais pour ceux qui le connaissent pas ce film-là, pour ceux qui vivraient sous terre, complètement coupés du monde extérieur depuis leur naissance, gardés prisonniers par une espèce de maniaque sexuel schizo, puis qui se serait fait laisser sortir
pour le fun, pour regarder mon show, puis qui me regardent en ce moment, qui savent pas c'est quoi Texas Chainsaw Massacre, ben je vous résume ça assez vite là. C'est un film de 1974 réalisé par Tobe Hooper, celui qui nous a pondu des classiques comme Poltergeist, Salem's Lot, Invaders from Mars, Eaten Alive qu'on a regardé à Video Nasties il y a pas longtemps, The Funhouse qu'on va éventuellement regarder ici. On va avoir du fun, ça c'est deux autres Video Nasties, hein. Pour le reste, ben, les enfants, allez sur IMDb, hein, ça c'est la base. Passons plutôt aux anecdotes, laissons faire l'épiderme et passons directement à ce qui nous intéresse, les abats bien sanglants. Bon, le titre du film était Leatherface pour finalement, pendant le tournage, être switché à Head Cheese. Et juste avant la sortie, est changé pour The Texas Chainsaw Massacre. Contrairement aux croyances populaires et à ce que nous vante l'affiche, ce n'est pas inspiré d'une histoire vraie, sauf peut-être le masque en peau humaine de Leatherface. Le tournage a duré du 15 juillet 1973 jusqu'au 14 août 1973. Pourtant, dans le générique du début, on est dit que les événements ont eu lieu le 18 août 1973. Faites le calcul, vous allez voir, c'est un peu difficile de tourner un film qui est inspiré par des événements qui se sont pas encore passés, qui n'ont pas encore eu lieu. Hein? Fait que regarde, hein? Il y a des légendes aussi qui racontent que le vrai massacre a lieu à 60 km de San Antonio, mais c'est faux. Désolé, c'est pas vrai. Il y a le financement. Ok, on va parler d'argent là. Le financement est venu de lieux extrêmement douteux. Le distributeur et producteur principal du film, c'était Brian Stone Distribution Company. C'était un front de la mafia contrôlé par Louis Bucci Perano, qui a financé le film avec ses précédents profits du film Deep Throat. La production a reçu, l'équipe finalement a reçu juste assez d'argent après le film pour rembourser les investisseurs et payer tous les membres de l'équipe, de même que les acteurs, un montant de 405$ chacun. Ils ont éventuellement appris que Perano leur avait menti sur les profits du film, après que Perano se soit fait arrêter pour obscénité lorsque son rôle dans la production de Deep Throat aurait été révélé au grand jour. La production a donc poursuivi Perano en cours et ont reçu 25 000$ chacun en association avec New Line Cinema qui rachetait la boîte Brian Stone qui était à l'époque en faillite. Le tournage, il paraît que c'était un tournage infernal. L'équipe a travaillé pendant 7 jours. En fait, non, l'équipe travaillait 7 jours par semaine, excusez-moi, à coup de 16 heures par jour, durant un été qui battait des records de chaleur au Texas. Il y a l'acteur John Dugan qui joue le grand-père de la famille de détraqués. Lui devait être vieilli par des maquillages. Je vais les voir, là, on le voit quand même que c'est des maquillages. Mais le 5 heures que ça prenait pour installer tout ce maquillage-là l'a tellement démoralisé qu'il a décidé que l'acteur il a décidé qu'il voulait plus jamais passer à travers ce processus-là. Fait qu'ils ont été obligés de tourner toutes les scènes dans lesquelles il apparaît dans la même journée avant de retirer son make-up. Cette journée-là a duré 36 heures dans des chaleurs atroces et avec des scènes tournées justement dans le repas familial quand ils sont assis autour de la table où vous regarderez sont entourés de cadavres d'animaux attachés sur les murs. C'était des vrais cadavres d'animaux en train de pourrir à grosse chaleur. Ça devrait être terrible. Il y a le comédien Edwin Neal qui joue le pousseux, qui prétend que tourner cette scène était le pire moment de sa vie et qu'il a déjà été au Vietnam face à des gens qui tiraient dessus. C'est dire à quel point ça devait être une très mauvaise expérience. Il a souvent dit aussi qu'il serait prêt à tuer Tobe Hooper s'il le revoyait. Je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de plaisir à faire ça. Vous remarquerez aussi la scène du souper familial de Texas Chainsaw Massacre. On a une scène très similaire dans le film Deranged, la différence étant que les membres de la famille autour de la table sont des cadavres empaillés. Bart, comes from right down here.
L'acteur derrière Leatherface s'appelle en réalité Gunnar Hansen. Hooper a laissé à Gunnar un peu la liberté de développer le personnage, sous sa direction, forcément, sous sa supervision plutôt. Mais quand ça a été décidé que Leatherface serait une espèce de débile léger, un retardé mental, Gunnar est allé dans une école pour retardés mentaux pour étudier leur façon de parler, leur façon de bouger, pour interpréter un personnage comme Leatherface dans un film à 200 000 $. C'est quand même surprenant. C'est cool. Moi, j'apprécie ce genre de move-là venant d'un acteur. À cause du faible budget aussi, Gunnar, pour son costume, avait qu'un seul chandail, puis ça avait été teint. Donc, il pouvait pas le laver. Il a été forcé de porter le même t-shirt pendant toute la durée du tournage, qui a duré 4 semaines dans le gros soleil du Texas. Vers la fin du tournage, il y a personne qui voulait s'asseoir à côté de lui tellement il puait. Ça devait être atroce. En plus, il était monté sur des grosses bottes pour qu'il ait l'air plus haut, plus imposant. Fait qu'il arrêtait pas de se cogner partout. Ça a l'air qu'il s'est blessé quelques reprises. Mais malgré ses grosses bottes, il court plus vite que la comédienne Marilyn Burns. Ce qui fait qu'il était obligé de se ralentir sa course en improvisant des affaires au hasard comme ça. Faire des moves pour se ralentir, notamment la poursuite dans le bois. Quand il court après Marilyn Burns, la caméra met Marilyn Burns en avant-plan par moment, regardez bien en arrière. T'as l'acteur qui perd son temps. Il faut qu'elle la rattraper, là, la fille. Mais il perd son temps à couper des branches avec sa chainsaw. Puis, tu sais, c'est vraiment juste parce qu'il courait trop vite. Puis aussi dans cette scène-là, Marilyn Burns, à force de courir dans le bois, elle s'est vraiment blessée à quelques reprises avec des branches ou en tombant. Fait que il y a du sang sur ses bras et ses jambes. C'est du vrai sang. Pas tout, forcément, mais il y a du vrai sang mélangé aux effets spéciaux. L'actrice qui joue Pam aussi, qui se fait empaler sur un crochet de boucher, en fait, était attachée par des cordes de nylon qui lui passaient entre les jambes. Il paraît que c'était extrêmement souffrant. Dans la scène du souper aussi, encore une fois, Leatherface coupe un doigt à Sally. Paraît qu'il l'aurait réellement coupé le doigt parce qu'il était incapable de faire sortir le faux sang du tube qui était caché derrière la lame. Ça s'était pogné là. Fait qu'il a coupé un peu juste pour avoir un peu de sang. Fait que c'est du vrai sang dans cette scène-là quand il coupe le doigt. Le narrateur au début du film qui présente l'histoire, il prétend qu'il a été payé pour ça avec un simple joint de pote. Je sais pas si c'est vrai, mais je trouve ça très cocasse. La maison de famille aussi, dans laquelle la famille de psychopathes habite, en fait, c'est une maison qu'ils ont louée pour le tournage, mais pendant tout le long du tournage, la famille a continué d'habiter dans la maison. Il y a même puis à un moment donné, il y a un des membres de l'équipe qui a découvert que les membres de la maison faisaient pousser du pot sur le terrain. Fait que de peur d'être obligé d'arrêter le tournage d'un coup qu'il y avait une arrestation, ils se sont sentis obligés de dénoncer. Ils ont appelé la police puis ils ont dénoncé eux-mêmes qu'il y avait une plantation de potes sur le terrain. Puis finalement, le shérif local se serait même jamais déplacé pour faire une enquête. Ça a passé dans le beurre. Fait que c'est tant mieux, hein. Aussi, le squelette qu'il y a dans la maison, à la fin du film, c'est un vrai squelette humain. Parce que, peut-être même aujourd'hui, mais à cette époque-là, ça coûtait moins cher de faire venir un vrai squelette directement de l'Inde que d'acheter un squelette en plastique aux États-Unis. Weird. Bon, dossier censure, avant d'enchaîner, c'est un gros dossier, hein, je parle, mais il y en a du stock à dire, je pourrais faire plus de temps que ça. On va essayer de couper ça court un peu. Le film a été rejeté par la BBFC, la censure du Royaume-Uni, en 1975, mais il a quand même eu droit à une diffusion en salle limitée à Londres, malgré tout. Il a été banni à nouveau en 1977 après une tentative de réévaluation, ça a toujours pas passé, malgré quelques coupes. Il a encore été banni en 1984 pendant la frénésie des vidéos nasty, même si officiellement il s'est jamais retrouvé sur la liste. C'est seulement en 2000, quand on s'est calmé un peu sur la censure après la retraite d'un des présidents de la BBFC, qui est sorti au Royaume-Uni sans censure, sans coupure, 25 ans plus tard.
Le film a eu aussi une très mauvaise relation avec le système de censure en Allemagne. La première version du cinéma a pas passé et a été grandement censuré. Par la suite, en 1985, il a été ajouté à une liste similaire aux Video Nasties, le disant dangereux pour les jeunes. Le film a été banni en cours de justice et toutes les copies existantes sur le territoire allemand ont été confisquées. Après plusieurs tentatives de réévaluation, il a fallu attendre en septembre 2011 pour que la cour allemande retire son bannissement sur le film. Septembre 2011, c'est encore tout récent, là. C'était la première fois en Allemagne qu'une telle cause s'en sortait avec succès. Et c'est maintenant gravé comme une date importante dans l'histoire judiciaire allemande, hein, grâce à Texas Chainsaw Massacre, mesdames et messieurs. Si le film est pas si violent visuellement, il n'y a pas beaucoup de gore en réalité. C'est parce que Toby Hooper espérait un rating general pour grand public. Mais même avec des coupes, la BBFC a demandé qu'il soit coté restricted pour un public de 18 ans et plus. Puis il y a eu sensiblement aussi le même problème avec ses suites. Il y a même le magazine Entertainment Weekly qui a voté Chainsaw Massacre comme étant le deuxième film le plus épeurant de l'histoire après Exorcist. Ça se discute, vous me direz, n'empêche, c'est un bel hommage. Pourtant, malgré un titre aussi comme Le massacre à la scie, il n'y a qu'une seule victime dans le film qui meurt à coups de scie mécanique par Leatherface. Dernière chose aussi pour les freaks qui aimeraient ça retrouver la fameuse maison familiale, tu sais, parce qu'on sait que par exemple la maison de Amityville est carrément touristique là. Il y a il y a une famille qui habite là aujourd'hui, mais ils se font beaucoup déranger par les touristes qui veulent aller s'aîner. Il y a déjà eu des problèmes semblables avec la maison de Texas Chainsaw Massacre, mais bon, désolé, aujourd'hui, elle n'existe plus. Là où il y avait la maison à l'époque, c'est maintenant un grand champ vide, il n'y a plus rien là. Ce qui restait de la maison a été déplacé près d'une jonction plus passante et complètement retapé et transformé en restaurant. Ça se trouve sur le terrain du complexe hôtelier Attlers au 1010 King Street à Kingsland au Texas. Bon, fait que c'est assez, hein? On a fait le tour du dossier de Ed Gein pour ce soir, le célèbre crackpot nécrophile. Fait qu'en avant pour Deranged, suivi de Texas Chainsaw Massacre, tous deux de 1974, pas officiellement sur la liste de Video Nasties, mais qui mérite une place, ne serait-ce qu'en hommage au célèbre Ed Gein, le tueur nécrophile. En prime, par contre, entre les deux films, pour se donner une petite pause, là, entre les deux, on va décrocher. Je vous offre un court-métrage d'animation québécois réalisé par François Gay, un court que j'adore, dans lequel on retrouve non seulement Ed Gein, mais aussi Albert Fish, John Wayne Gacy et le tueur du Zodiac. Tous des tueurs en série notoires, mais présentés d'une drôle de façon. Si vous l'avez toujours pas vu, je vous garde la surprise, un bon petit court-métrage québécois. Fait que à la semaine prochaine pour un autre épisode, et la semaine prochaine, il va y avoir des arômes putrides de viol nazi. Ça sera pas facile. Bon film!